Il est 17h01. Je vous propose peut-être qu'on commence ce webinaire. Je me présente, je suis Soriane Lanfranchi, directrice en charge du pôle talent et attractivité de la DRCI et je suis ravie d'introduire cette deuxième édition du webinaire Impact Recherche. Juste pour partager avec les participants les objectifs de ce webinaire scientifique, on a souhaité pouvoir repartager avec vous, promouvoir les résultats à forte valeur ajoutée des travaux de recherche qui sont menés par les équipes de la PHP, publiés dans des revues prestigieuses. Pour la première édition de ce nouveau rendez-vous qui s'est déroulé le 8 février, on avait eu le plaisir d'avoir la participation du professeur Adèle de Masson, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis, pour son étude Cutalo, et du professeur Jonathan Freund, urgentiste à la Pitié-Salpêtrière, pour son étude NICO. Avant de céder la parole aux invités de cette nouvelle édition, je prends juste une minute pour vous donner le mode d'emploi du webinaire. Donc, le webinaire se décompose en 2 fois 30 minutes, avec 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses pour chaque intervenant. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le module Q&R de Teams qui se situe dans la barre du haut à gauche, et je repartagerai ces questions avec nos invités pendant les 15 minutes dédiées. Et à la fin du webinaire, vous aurez la possibilité de répondre à un questionnaire de satisfaction accessible via un QR code. Donc n'hésitez pas à nous redire ce que vous en pensez et vos éventuelles propositions. Et sans plus attendre, je me permets d'introduire donc le docteur Stéphanie Guillet qui nous parlera des résultats de l'étude Stopago, suivi de l'intervention du professeur Mathieu Schmitt, qui présentera les résultats de l'étude Pronecmo. Docteur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie Guillet, je suis médecin dans le service de médecine interne à l'hôpital Henri Mondor. Et aujourd'hui, les résultats que je vais partager avec vous, c'est un travail qui a été mené dans le service et publié début 2023. C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un PHRC et qui s'est donc intéressé à la prise en charge thérapeutique des patients avec un PTI, et plus particulièrement à la possibilité d'arrêter un traitement par agoniste des récepteurs de la TPO qui avait été initialement décrit comme suspensif, donc traitement qu'en général on poursuivait pour une durée indéterminée. Pour démarrer, le contexte pour les personnes en particulier peut-être qui sont moins familières avec cette pathologie. Le PTI, c'est une maladie rare, de prévalence de 5 à 10 pour 100 000. Ça correspond en fait à une destruction périphérique des plaquettes par des anticorps, mais aussi, on sait maintenant, par un défaut de production médulaire. Le seuil au niveau international qui est reconnu pour parler de thrombopénie, c'est celui de 100 gigas par litre. Et globalement, en fait, cette maladie, principalement, ce qui va faire sa gravité, c'est la présence d'un syndrome hémorragique et surtout la sévérité de ce syndrome hémorragique qui est illustré sur les 3 photos qui sont ici, où effectivement, syndrome hémorragique, on pourrait dire qu'il est minime avec un purpura, qui devient plus sévère avec des lésions muqueuses, ou voire avec un d'engagé le pronostic vital, avec, comme ici, en fait, une hémorragie intracrânienne. Voilà, en gros, les agonistes de la TPO, c'est un traitement qui est utilisé dans le PTI depuis 2008. C'est un médicament qui a clairement bouleversé la prise en charge des patients avec une thrombopénie immunologique. C'est un médicament qui stimule la mégakaryocytopoïèse. Et c'est actuellement donc le traitement avec le rituximab de seconde ligne, sachant que la première ligne va correspondre à un traitement avec des stéroïdes, corticoïdes, dexaméthasone et plus ou moins des immunoglobulines, en particulier si le syndrome hémorragique est sévère. En France, on a 2 médicaments dans cette classe qui sont disponibles. Un médicament qui est une forme orale, c'est l'L-thrombopag ou Revolade, et une forme injectable qui se fait 1 fois par semaine, le Romiplostine ou Nplate. Et globalement, donc, on avait des données d'études récentes qui disaient que quand on arrêtait ce traitement, il était possible que dans 30 % des cas, on garde une réponse prolongée. Les limites de ces travaux, c'est que principalement, donc, c'était des travaux rétrospectifs. Et l'autre limite, c'est qu'en fait, dans ces études, cela incluait des PTI aigus, dont l'évolution en fait naturelle, dans 30 % des cas, c'est de guérir. Donc, un biais d'interprétation de ces résultats. C'est dans ce contexte que cette étude a été réalisée. Donc, les objectifs de ce travail, c'était des objectifs assez simples. Donc, l'idée, c'était de prendre donc, cette fois-ci des PTI persistants ou chroniques, donc
d'exclure les PTI aigus, qui n'avaient pas été exposés à un traitement entre guillemets «curatif», rituximab ou splénectomie, récemment, et qui avaient une réponse prolongée et on regardait en fait qui étaient en réponse sous un traitement paragoniste, avec une réponse qui était considérée comme réponse complète, donc plus de 100 000 plaquettes. Et on regardait en fait en arrêtant le traitement, est-ce que les patients étaient toujours en réponse à 6 mois et à 12 mois. Donc les critères d'inclusion et d'exclusion, donc des patients de plus de 18 ans, un PTI persistant ou chronique, un traitement donc paragoniste depuis au moins 3 mois et d'être en réponse complète, donc des plaquettes supérieures à 100 gigas par litre depuis au moins 2 mois. Dans les éléments d'exclusion, on avait les traitements anticoagulants antiagrégants, un antécédent d'échec à une première tentative d'arrêt des agonistes, un traitement concomitant par stéroïdes ou immunoglobuline qui sont les traitements de première ligne, et donc un traitement par rituximab ou splénectomie dans les 2 mois précédents ou après l'initiation de ces agonistes. Donc cette étude, c'est une étude nationale, prospective, multicentrique, interventionnelle, comme je vous disais, donc dans le cadre d'un PHRC national. Donc pour, avoir quelque chose d'assez, on va dire homogène entre les patients, il a été proposé un protocole standardisé pour arrêter justement les agonistes, des récepteurs de la TPO. Donc 2 protocoles possibles. Si les patients étaient sous L-thrombopag, en général, la dose initiale de ce traitement, donc comme je vous disais par voie orale, c'est 50 à 75 milligrammes par jour. On diminuait de 25 milligrammes toutes les 2 semaines jusqu'à arrêt. Et dans le cas du romiplostine, donc le Nplate qui se fait par voie injectable une fois par semaine, la dose en général médiane des patients se situe autour de 5 microgrammes kilo semaine. Et donc là, on diminuait la dose de 1 microgramme kilo semaine, donc 1 microgramme chaque semaine jusqu'à l'arrêt. Et dans tous les cas, il fallait que les patients aient arrêté le traitement avant 10 semaines. Et s'il y avait une rechute, considérée avec des plaquettes inférieures à 30, l'apparition d'un syndrome hémorragique, et ben dans ce cas, il y avait reprise d'un traitement et le choix du traitement était laissé au choix de l'investigateur. Au total, on a pu inclure 48 patients sur une période de 2 ans dans 22 centres du réseau du CERECAI. Donc, les critères de jugement qu'on a regardés, notre critère de jugement principal, c'était la proportion de patients en réponse, réponse complète ou réponse partielle, à 6 mois et à 12 mois après l'arrêt des agonistes. La réponse complète, elle était considérée si les plaquettes étaient supérieures à 100 gigas par litre, et une réponse partielle, plus de 30 gigas par litre, et l'absence de saignement ou bien sûr de nécessité de traitement. Les critères secondaires, c'était ce même critère, mais cette fois-ci en se plaçant à 1 an. La survenue d'événements hémorragiques chez nos rechuteurs, et d'identifier des facteurs prédictifs de réponse clinique et on va le voir aussi biologique à 6 mois et à 12 mois. Donc tout d'abord pour décrire cette cohorte de 48 patients, donc dans 96%, c'était des PTI chroniques à l'inclusion. Donc ça, comme je vous disais, hein, la volonté donc d'exclure les PTI aigus et en fin de compte, on avait peu de PTI persistants. Donc le PTI persistant, c'est entre 3 mois et 12 mois d'évolution et le PTI chronique, c'est quand je suis à plus de 12 mois d'évolution. 50% de ces patients avaient déjà reçu 2 lignes thérapeutiques. La majorité était sous L-thrombopag, donc l'agoniste de la TPO qui se prend par voie orale. Vous voyez ici, c'était le cas pour 40 patients sur nos 48. Et la médiane de durée de traitement par agoniste à l'inclusion était de 1,6 ans. Donc les résultats, quand on s'est placé à 6 mois, on avait 27 de nos 48 patients en intention de traiter qui maintenait une réponse après l'arrêt du traitement par agoniste. Et si on voulait regarder le contexte de réponse complète, cette fois-ci, on était à 30%. Dans nos critères de jugement secondaire, donc la même question, mais cette fois-ci posée à 1 an, cette fois-ci, on avait 25 sur nos 48 patients qui étaient en réponse, donc 52%, et 29 en réponse complète. Si on s'intéressait ensuite à la survenue d'événements hémorragiques chez les rechuteurs, ce qui est un élément important pour le clinicien et pour le patient. Donc, si j'arrête mes agonistes, j'ai un risque de rechute, mais est-ce que j'ai un risque de rechute avec un risque de saignement potentiellement sévère? Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait 60% à 6 mois de nos patients rechuteurs qui présentaient un saignement et à peu près la même chose quand on se plaçait en fait à 1 an.
Chez ces patients qui ont saigné, aucun n'a présenté un syndrome hémorragique sévère qui était défini par un score hémorragique supérieur à 8. L'autre point qui nous a semblé intéressant, c'est que la durée médiane de rechute après l'arrêt de ce traitement par agoniste était de 4 semaines, donc des rechutes qui sont rapides. Et enfin, chez les patients rechuteurs qui ont été rechallengés avec un traitement, et en l'occurrence avec le même agoniste, donc avec le même traitement que celui qu'on venait d'arrêter, donc ça a concerné 12 patients. 11 sur ces 12 patients ont été de nouveau mis en rémission avec une durée médiane pour obtenir cette rémission de 2 semaines. Donc ça, c'est nos courbes de survie qui, en fait, résument les datas que je viens de vous donner. Donc on voit bien sur ces courbes qu'en fait, quand il y a rechute, les rechutes sont précoces. La première courbe, c'est pour les réponses, donc partielles et complètes, et la deuxième courbe spécifiquement pour les réponses complètes. Et on voit bien qu'ensuite, la courbe, en fait, se stabilise et il y a peu d'événements au-delà de, on va dire, à peu près 8 semaines. Donc ensuite, l'autre point, ça a été de se poser la question de potentiels facteurs prédictifs, c'est-à-dire je suis face à un patient, il est sous agoniste, il est donc avec un PTI chronique, il est en réponse complète. Est-ce que je peux avoir des éléments pour me dire chez ce patient-là, l'arrêt va fonctionner? Donc pour ça, on a fait une analyse univariée et on a regardé des facteurs prédictifs entre guillemets cliniques d'une réponse prolongée. Et là, on n'a pas pu en identifier ni à 6 mois, ni à 1 an. Les facteurs qui ont été regardés, c'était en particulier l'âge, la durée du PTI, la durée du traitement par agoniste avant l'arrêt, un antécédent de splénectomie, le nombre de lignes de traitement reçues avant de tenter cet arrêt, un antécédent de traitement par un autre agoniste et le chiffre de plaquettes à l'inclusion. Ensuite, dans ce travail, la deuxième partie a été de se poser des questions sur le plan biologique. Et donc là, l'idée, là encore, c'était est-ce qu'on est capable de déterminer des facteurs biologiques qui seraient en fait des facteurs prédictifs, de dire ce patient-là, l'arrêt des agonistes, a priori, va bien se passer. L'hypothèse de départ, c'était de se dire qu'on pourrait potentiellement détecter une signature, en particulier dans les cellules lymphoïdes, avant l'arrêt du traitement. Donc là, vraiment, on se place en fait à l'état basal, au moment où nos patients sont inclus, c'est le S0. Avant de démarrer la décroissance de mes agonistes, il y a eu des prélèvements chez, donc là, je vous ai mis les effectifs, 36 patients, on avait des PBMC disponibles et 38 du sérum. Et donc de dire, avant de démarrer cette décroissance du traitement, est-ce qu'il y avait des facteurs biologiques prédictifs de l'échec ou de la rechute? Les explorations qui ont été réalisées, donc on a fait du single cell RNA-seq. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2 groupes, 4 patients rechuteurs et 4 patients en réponse complète à 6 mois et on a comparé en fait, je vais vous présenter les données suivantes, s'il y avait justement des marqueurs biologiques pour nous prédire, cette réponse. Ensuite, il y a eu, des explorations avec de la cytométrie en flux, en particulier sur des panels lymphocytaires. Ça a concerné 36 patients et ensuite, là aussi, je vais vous détailler ça dans les diapos suivantes. Sur les résultats du RNA-seq, on a ensuite fait, pour confirmer un peu ces données, des recherches plus spécifiques d'expression en particulier du CD69 et aussi un panel de cytokines en ELISA. Donc, les premières données dont je vais vous montrer donc les résultats, ça correspond donc dans l'image aux graphes A et B. Donc là, c'est les résultats du RNA-seq. Donc vous vous souvenez, on a pris 2 groupes, 4 patients non répondeurs, 4 patients en réponse complète. Et avec le RNA-seq, on a regardé en fait, on a essayé d'identifier différentes populations cellulaires basées sur un panel de gènes différentiellement exprimés. Ça a permis, c'est l'image A, d'identifier 15 populations cellulaires. Donc chaque population cellulaire, elle est donc identifiée par des gènes différentiellement exprimés. Et ensuite, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que l'expression de ces différentes populations était différente dans nos 2 groupes. Et ce que nous dit le graphe B, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre nos répondeurs et nos non-répondeurs dans l'expression de ces 15 populations cellulaires, lymphoïdes et myéloïdes. La deuxième partie, c'est de la cytométrie en flux, où là, en fait, on a regardé, cette fois-ci, on a plus de patients disponibles, on a 36 patients en cytométrie en flux, des sous-populations, en particulier B et T, et on a regardé, là encore, si elles étaient différentiellement exprimées dans notre groupe de répondeurs partiels,
réponse complète, réponse partielle ou les non-répondeurs. Et là encore, on ne trouve pas de différence à l'état basal dans l'expression de ces différentes populations. Donc, là, c'est la suite des résultats donc, du RNA-seq. Une fois qu'on a regardé donc, ce qu'on dit ces populations en cluster, l'autre chose qu'on peut faire avec les data du RNA-seq dans single cell, c'est de regarder en fait des signatures. Une signature, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, c'est en fait un pool de gènes, par exemple une centaine de gènes, qu'on va associer à une signature, par exemple la signature phagocytose, la signature signalisation de la molécule RANK, la signature NF-kappa B. Et là-dessus, en fait, on va regarder si les gènes de cette signature sont différentiellement exprimés entre deux populations. Et on peut aussi regarder ces signatures spécifiquement dans une population cellulaire qu'on a identifiée précédemment. Donc nos 15 populations cellulaires, on peut aller regarder une signature, par exemple, dans les lymphocytes TCD8, dans la population lymphocyte B mémoire. Et donc là, quand on a regardé ces signatures, on a une signature qu'on a trouvée enrichie, donc différentiellement exprimée entre nos non-répondeurs et nos patients en réponse complète. C'est la signature TNF-alpha par la voie NF-kappa B, qui dans la population TCD8 mémoire. Et parmi les gènes de cette signature, donc je vous disais, à chaque signature, on va avoir environ une centaine de gènes. On a trouvé un gène qui était différentiellement exprimé, c'est le CD69 qui était surexprimé chez les patients non répondeurs de façon significative. Le CD69, c'est un marqueur de lymphocyte T d'activation. Et donc, une fois qu'on avait cette donnée, donc là, on est toujours placé dans le RNA-seq. Donc, ça veut dire qu'on est au niveau biologique, au niveau ARN. Et donc, pour essayer de confirmer ces résultats, on a regardé ensuite, par cytométrie en flux, l'expression du CD69. Donc, cette fois-ci, on s'est placé au niveau protéique en cytométrie en flux chez 22 patients pour lesquels on avait des PBMC disponibles. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, chez nos non-répondeurs, le CD69 était significativement plus exprimé par les lymphocytes T CD8 de nos patients non-répondeurs comparé à des patients en réponse complète. Donc, ce qu'on a pu conclure de ce travail, c'est déjà le taux de réponse prolongé élevé, qui est de 56% à 6 mois et 52% à 1 an, après arrêt d'un traitement par agoniste chez des patients avec un PTI chronique en réponse complète. J'insiste sur les critères de notre population de départ. Que s'il y avait rechute, cette rechute, elle était précoce, avec une médiane de 4 semaines, et chez les rechuteurs, pas d'événement hémorragique sévère observé. La réponse dans près de 100% des cas des patients, si on reprenait le traitement par agoniste qui avait été arrêté. Pas de facteur prédictif de réponse, en particulier au niveau clinique. Et sur le plan biologique, donc la mise en évidence de ce marqueur d'activation lymphocytaire T, le CD69, qui pourrait être un marqueur prédictif de rechute à confirmer. Et donc cette étude, elle est clairement en faveur du fait de tenter l'arrêt du traitement par agoniste, en particulier dans notre population de départ, PTI chronique en réponse complète. Les questions qu'on pourrait dire en suspens, c'est les mécanismes de ces réponses prolongées qui restent mal comprises. En particulier, ce qui a pu être décrit, c'est donc un rôle en fait pas seulement suspensif des agonistes, mais aussi un rôle immunomodulateur. Et une des hypothèses qui est proposée, c'est que ça pourrait restaurer en partie la fonction des lymphocytes T régulateurs. Et ensuite, les autres questions qui restent en suspens, c'est notre population cible. Est-ce qu'il faut une réponse complète avant de tenter un arrêt? Est-ce qu'il faut une durée de réponse prolongée avant de tenter un arrêt? Ça, on n'a pas les réponses à ces questions. Le dernier point que je vais associer, c'est des résultats là qui viennent d'être évalués, où on a fait une extension du suivi à 4 ans. Et quand on a étendu le suivi de nos patients à 4 ans, on a seulement 2 rechutes tardives à 5 ans et à 2 ans, sans syndrome hémorragique. Le premier patient, on obtient une nouvelle rémission en reprenant son traitement par agoniste. Ça, c'est le patient qui a rechuté à 5 ans. Et le second patient, qui a rechuté à 2 ans, c'est dans un contexte de grippe. Et par contre, ce patient-là pose plus de soucis avec, pour l'instant, un patient qui n'est toujours pas contrôlé malgré plusieurs lignes thérapeutiques. En tout cas, avec ce prolongement de suivi, on confirme les résultats précédents. Dans quasiment 50% des cas, on a une réponse prolongée, avec, s'il y a rechute, des rechutes qui sont la plupart du temps précoces.
Et donc là, c'est nos courbes de survie qui sont cette fois-ci donc étendues avec ce suivi. Et donc encore une fois, on voit bien que s'il y a rechute, les rechutes vont intervenir précocement. Voilà, j'ai terminé, ma présentation. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Je vous propose peut-être 2 questions qui ont été posées par les participants. La première, qu'est-ce qui a justifié l'exclusion des patients aigus du périmètre d'inclusion? Ça, c'était le point que j'abordais au début. En fait, le PTI aigu, son évolution naturelle, dans 30 des cas, c'est la guérison. Et c'était justement, la critique qu'on pouvait, apporter aux études précédentes, c'était d'avoir inclus ces patients-là parce que du coup, quand ils sont en réponse, on ne peut pas savoir s'ils sont en réponse parce que c'était l'évolution naturelle de leur PTI ou s'ils sont en réponse prolongée parce que justement ils ont, bénéficié de ce traitement, avec un arrêt, suivant. D'accord, très bien. 2e question, pourquoi seuls 8 patients ont été étudiés en RNA-seq? Pourquoi 8 patients? Alors le single cell RNA-seq, c'est, de la biologie, qui, est, difficile à mettre en place, qui peut qui est très expensi qui coûte très cher. Et donc l'idée effectivement, c'est que c'est très compliqué de faire ça sur un gros batch de patients. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on s'est concentré sur 4 patients répondeurs et 4 patients en réponse complète, en se disant que justement on se mettait un peu dans les extrêmes et 4 patients, rechuteurs. Très bien, très clair. On a une nouvelle question. Est-ce que cette stratégie pourrait être applicable à d'autres maladies auto-immunes? Je dirais que la question la question là est très ouverte, donc c'est difficile de répondre. Je pense que là, vraiment, il faut se replacer dans le contexte. En fait, les agonistes, des récepteurs de la TPO, c'est un médicament donc qui est possible à utiliser depuis 2008, qui est un traitement initialement vraiment dans sa présentation initiale, on le voit comme suspensif, et donc du coup, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, on introduisait ce traitement, qui est un traitement qui coûte cher et ensuite on ne savait pas pour combien de temps on allait le laisser. Donc, il y avait vraiment une question qui était de dire: «Est-ce que si justement je me place plus tard et que j'arrête, bah, est-ce que potentiellement je vais avoir des patients qui vont garder la réponse?» Après, de façon générale dans les maladies auto-immunes, je crois que c'est des questions qu'on se pose, très fréquemment de quand est-ce qu'on arrête les traitements immunosuppresseurs? Mais je dirais que là, la question est vraiment, très large. En tout cas, là, c'est vraiment lié au mécanisme initial décrit. Ensuite, justement, toute cette question qui était, bah, peut-être qu'en fait ce traitement n'a pas qu'un rôle suspensif, mais aussi immunomodulateur et donc, potentiellement, ce serait, pertinent d'arrêter le traitement. Merci beaucoup, docteur. Et du coup, je voudrais juste insister sur ce point, sur les personnes, en fait, aussi qui ont participé à ce travail parce que clairement et on le sait, toutes ces études, elles fonctionnent que, quand plusieurs équipes collaborent et donc vraiment, ça me semble essentiel, là, d'insister là-dessus. Donc dans le cadre de ce travail-là, nous, qu'on a mené, il y a eu 22 centres en France qui ont inclus ces patients, et ensuite, clairement, c'est à chaque fois, hein, toujours dans ces travaux, un travail d'équipe avec ensuite, pour l'analyse des données, des statisticiens. Donc nous, c'était, ici, Emmanuel Boutin, Florence Canoë-Poitrine et puis aussi, donc les médecins du service et la base aussi, d'Imagine qui a participé aussi pour l'analyse, en single cell et bah, bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup, docteur.